Salut! Aujourd'hui, on va parler de K-pop Demon Hunters 2. Mais c'est pas le classique, la bande-annonce est sortie, parce que voilà le truc le plus critique. On parle d'un objectif 2029 pour la suite, mais il n'y a toujours pas de date précise avec jour et mois. Et en plus, il n'y a pas de bande-annonce officielle confirmée de K-pop Demon Hunters 2 qui circule sur les canaux officiels. Donc, les indices les plus solides qu'on a, c'est les nouvelles d'accord dans la presse coréenne, les dossiers To-Doom de Netflix et le texte de la bande-annonce du premier film. D'abord, la situation officielle. En Corée, YTN et Dong-A Ilbo écrivent en citant Bloomberg comme source que Netflix et Sony ont finalisé l'accord pour la suite et que l'objectif c'est 2029. YTN dit aussi que pour garder l'intérêt vivant jusqu'en 2029, il pourrait y avoir des projets intermédiaires comme du contenu court sur la table. C'est super important parce que cet univers ne pourrait pas rester silencieux pendant 3 ou 4 ans. En Turquie, Beyaz Perde rapporte aussi cette nouvelle en se basant sur Bloomberg. Deux choses sont soulignées là-bas. Premièrement, que c'est normal que la production prenne longtemps et deuxièmement, que l'univers pourrait être élargi avec des arrière-plans qui ne rentraient pas dans le premier film. Bon, on a dit il n'y a pas de bande-annonce, mais qu'est-ce qu'on a ? La page titre officielle de Netflix pour le premier film liste le teaser de la vidéo lyrique de Twice, la bande-annonce principale et un court clip. Donc officiellement, le matériel vidéo qu'on peut regarder pour l'instant, c'est celui du premier film. C'est pour ça qu'on construit aussi nos théories sur la suite à partir du canon du premier film et du langage de la bande-annonce. Passons maintenant à une petite analyse de la bande-annonce. Le texte full trailer publié par To-Doom nous donne déjà une idée claire de l'ADN de l'histoire. Le monde pensera que vous êtes des pop stars, mais vous serez des hunters. Cette phrase pose immédiatement le thème central et la pression liée à leur double vie. Puis l'ambiance devient plus sombre. On apprend que les démons volent les âmes des fans. Puis vient le twist. Le groupe rival de garçons est en réalité composé de démons, les Saja Boys. À partir de là, le film enchaîne les scènes de K-pop et les séquences de chasse aux démons en les alternant au même rythme. Le grand dossier lore de To-Doom explique Honmoon. L'objectif, c'est de rendre Honmoon doré. Quand ça arrive, on pense que le travail est fini. Cette expression soulève une question pour la suite. Si dans le premier film, le travail semble fini, de quoi va parler le deuxième film ? La réponse est très probablement là-dedans. À la fin, le système s'est pas terminé, il s'est juste transformé parce que Weverse Magazine souligne spécifiquement la création du nouveau Honmoon à la fin et le fait que les personnages deviennent plus forts en acceptant leurs défauts. Et maintenant la partie préférée, top 8 théories. Pour chacune, il y aura d'abord la preuve, ensuite mon analyse. Théorie 1. Rainbow Honmoon est une restauration, un retour au système racine. Serait dite, une théorie lie la formation du Rainbow Honmoon à l'échelle mondiale à la fin, non pas comme le trio créant une petite barrière, mais comme tout le système retournant aux paramètres d'usine. L'argument est basé sur le fait qu'il y a des traces de couleurs pastel dans les anciennes équipes de chasseurs et que Huntrix a été conçu différemment pour le Golden Honmoon. Mon analyse, cette théorie a peu de preuves directes à l'écran, mais le langage des couleurs est très important, même dans les récits officiels du film, donc probabilité moyenne. Théorie 2. Le nouveau Honmoon est multicolore parce que la frontière humain-démon s'est mélangée. Une autre discussion Reddit interprète la couleur de Honmoon comme un mélange de couleurs des mondes humains et démons. Le fait que quelqu'un qui est par démon crée le nouveau Honmoon renforce l'idée des couleurs des deux mondes. Mon analyse, thématiquement fort parce que le film avance déjà sur 2 identités, mais l'équation couleur égale monde est une supposition, donc environ 7 sur 10. Théorie 3, Jin-woo est définitivement mort, il ne devrait pas revenir. Dans un sujet, les spectateurs défendent que la mort de Jin-woo était correcte pour l'histoire, disant spécifiquement qu'elle protège les thèmes du prix à payer et poser des limites. Mon analyse, ça correspond aussi au ton de la franchise. Une perte douce amère durcit la croissance d'Huntrix.
Théorie 4, Jinwoo revient mais pas avec son corps, comme trace ou résidu à travers la mécanique de On-Moon. Dans les discussions sur On-Moon, il y a des lectures comme « Est-ce que Jinwoo est resté de l'autre côté ?» Certains pensent que ce ne sera pas un retour mais une clé mécanique. Mon analyse, ça pourrait être un moyen de garder Jinwoo dans le jeu sans casser la théorie 3. Mais comme il n'y a pas d'indice officiel, je suis prudent. Théorie 5, le père de Rumi est pas Guima, ça pourrait être un autre démon ou un rival. Dans le sujet Reddit Rumi's Father, diverses objections logiques arrivent contre le fait que Guima soit directement le père. La question « les traces de Rumi, quelle connexion génétique ou de commandement ?» est une énorme porte qui peut se connecter à la suite. Mon analyse, si l'arrière-plan va être élargi dans la suite, le plus gros carburant dramatique est ici. Théorie 6, ce que Céline cache, c'est une erreur. Elle a un rôle dans la mort de la mère. Dans le même sujet, la théorie de douleur la plus courante. Une confusion avec l'épée de Céline, la mort de la mère et la culpabilité créée. Quand on pense au thème « Cacher le défaut » de Weverse Magazine, cette théorie s'installe émotionnellement. Mon analyse, une base solide pour un conflit mentor-étudiant pour la suite. Théorie 7, les démons sont la famille de Jinwoo. Sur Reddit, quelqu'un demande « Ce sont la famille de Jinwoo ?» Sur X, une théorie virale dramatise ça. Chat, petite sœur, oiseau, maman. Mon analyse, la preuve est faible, mais c'est le genre préféré du fandom, parce que ça transforme la douleur en mythe protecteur. Si des projets intermédiaires ou du contenu court arrivent, un petit clin d'œil à une telle théorie pourrait être fait. Théorie 8, les démons sont pas naturellement mauvais. Guima les contrôle, certains peuvent être sauvés. Un commentaire circulant sur Reddit dit clairement cette idée. Les démons sont pas naturellement mauvais, ils sont contrôlés. Cette théorie ouvre la possibilité d'une séparation du côté démon dans la suite, et peut-être qu'un des Saja Boys glisse dans la zone grise. Mon analyse, la cohérence thématique est bonne, parce que le film dit déjà accepter le défaut. Mais la règle narrative de salut n'a pas été officiellement écrite, donc note moyenne. Maintenant, la grande question. Quelle ligne je pense être plus probable ? Je pense que la colonne vertébrale de la suite, c'est l'ordre après On-Moon. Parce que pendant que Tudum raconte que On-Moon devenant doré est un objectif travail fini, Weverse Magazine dit qu'à la fin, un nouveau On-Moon a été créé. Ces deux ensemble soulèvent le débat « est-ce que le travail est vraiment fini ?» De plus, la possibilité de projet intermédiaire de YTN, la mythologie peut grandir avec de petits morceaux jusqu'en 2029. Conclusion. Les choses qu'on sait officiellement sont pour l'instant limitées mais solides. L'année cible 2029, pas de jour précis, il y a des nouvelles de contrats de réalisateurs, les contrats de doublage peuvent pas encore être terminés, pas de bande-annonce officielle, la bande-annonce du premier film et le dossier lore offrent une base claire pour les théories. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, likez, abonnez-vous à la chaîne et écrivez en commentaire, vous pensez que On-Moon devenant Rainbow c'est une force ou une faiblesse? Jinwoo devrait revenir ou son histoire devrait se terminer là? Et si vous voulez, dans la prochaine vidéo, on pourrait cartographier les théories du père de Rumi une par une et noter les possibilités les plus logiques. Prenez soin de vous et à très bientôt!